préoccupation féminine dans le public sur la couverture maladie universelle. Le micro. Et je signale la présence parmi nous d'une dizaine d'étudiants de la faculté de médecine et de pharmacie. Oui, une question? Merci beaucoup. Je salue tout le monde. Je présente également au ministère de la Santé mes sincères condoléances par rapport au décès de Mme Seynabou Mbeng, qui était justement responsable du service national de l'éducation et de l'information pour la santé. Ceci étant dit, par rapport à la couverture médicale universelle, en tant que député, nous avions voté un budget qui faisait, c'était une enveloppe de 5 milliards, mais qui devait être répartie en 3. La couverture médicale universelle, mais également la bourse familiale et la bonification de la retraite. Nous avons eu à insister lors des plénières pour demander quelle serait la répartition. Qu'est-ce qui reviendrait au ministère de la Santé? Et on n'a pas eu de réponse claire de la part du gouvernement. Nous avons récemment entendu beaucoup de bruit, comme quoi cet argent qui devait revenir au ministère irait ailleurs. On voudrait vraiment être éclairé par rapport à cela, parce qu'en tant que député, nous avions l'intime conviction qu'une partie allait revenir, serait gérée par le ministère de la Santé. Qu'en est-il réellement? Très bien. Une question de l'honorable député Mbayak John, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Madame le ministre, réponse par rapport à sa préoccupation. Question précise. D'abord, juste pour rappeler, en réalité, il y avait un vote, et je remercie l'honorable député pour deux choses. D'abord, de nous avoir rappelé que nous avions perdu une sœur. Et vraiment, c'est quelque chose qui a été un grand choc au niveau du ministère de la Santé. Et nous prions le bon Dieu pour qu'il l'accueille dans son paradis. La seconde chose, c'est que vous avez voulu clarifier une situation. Effectivement, dans le budget de la santé, il y avait eu, on avait voté pour 10 milliards. Oui, c'est ce qu'on avait compris, milliards, en tout cas. Oui, les 10 milliards, c'est bien ce que vous disiez tout à l'heure, c'était pour les bourses familiales et c'était également pour les retraités, et cela a été pris en compte ailleurs. Donc, en réalité, il ne restait que les bourses familiales et la couverture maladie universelle. Donc, il y a eu récemment un arbitrage, et je sais que ça a vraiment posé beaucoup de problèmes de compréhension. On va poser la question clairement. Une rivalité entre vous, ministre de la Santé, et le délégué général à l'action sociale et à la solidarité nationale, M. Mansour Faye, pour la gestion du CMU. C'est quoi la décision prise par le président de la République pour vous départager? Alors, je pense que c'est un problème plus de compréhension. Mais aujourd'hui, les choses ont été clarifiées et M. le Président de la République a dit, et M. le Premier ministre aussi est au courant et va le dire d'une manière officielle, mais ce qui est dit, c'est que la couverture maladie universelle va être gérée par le ministère de la Santé. Et cela se fera en collaboration avec tous les partenaires. Parce qu'après tout, quand on parle de couverture maladie universelle, on doit s'adresser aussi à la famille. Donc le ministère de la Famille doit être impliqué dans nos réflexions. L'éducation, parce que je n'ai pas donné d'exemple, mais nous avons un projet clair entre Fatick et Kaolack de mutuelle pour les élèves. Et 26 000 élèves sont déjà pris en charge. Donc si on ne travaille pas avec le ministère de l'Éducation nationale, on risque d'avoir des difficultés. C'est une question transversale. C'est une question transversale, mais qui doit être gérée par le département qui vraiment a le plus d'atouts pour que ça puisse réussir. Je rappellerai aussi qu'au niveau des Nations Unies, le secrétaire général des Nations Unies s'intéresse aussi à la couverture maladie universelle et a demandé à l'Organisation mondiale de la santé de prendre cela en charge. Ce qui fait que nous sommes en adéquation avec les structures aussi internationales. Très bien. Docteur Abdoulaziz Kassé, que je vois dans le public, je lui donne la parole parce que je sais que vous avez une préoccupation toute particulière pour le financement de la couverture maladie universelle. Merci beaucoup. Je salue la présence de tous nos collègues et de Madame le ministre de la Santé qui a été une de mes enseignantes à l'université. Et je pense que ce n'est pas une préoccupation que j'ai,
c'est simplement une suggestion que je lui ai déjà faite lors d'une des audiences qu'elle m'avait accordées. C'était de dire qu'il fallait aussi réfléchir aux techniques de financement innovantes. Les maladies non transmissibles connaissent des facteurs de risque. Voilà. Et ces facteurs de risque sont nombreux. Certains ont pour nom le tabac, d'autres l'alcool, d'autres même le sucre, le sel, etc. Il peut être intéressant d'aller chercher des financements innovants, jusque y compris dans tous ces facteurs de risque, en surfiscalisant ces facteurs de risque. Je donne un exemple. Vous rajoutez 1 franc sur le prix de chaque gramme de tabac, vous générez 6 500 000 francs, 500 millions par an au Sénégal. Je me répète, je ne me trompe pas. 1 franc sur chaque gramme de cigarette offrirait en termes de fiscalité un surplus de 6,5 milliards, ce qui est quand même remarquable. Et vous savez, en matière de lutte contre le tabac, de toute façon, Madame le ministre le sait mieux que moi, la lutte contre le tabac, qui est quand même un gros problème, on peut régler énormément de choses en augmentant la taxation. En taxant, en surtaxant le tabac, non seulement on diminue la prévalence des fumeurs, c'est-à-dire le nombre de fumeurs, mais on améliore les recettes fiscales liées au tabac, sans du tout compromettre l'industrie du tabac, qui n'est pas forcément, je ne le crois pas, ma préoccupation première, encore moins celle de Madame le ministre. Merci. Madame le ministre, oui. Nous en avons discuté. Je dirais d'abord quand même que je suis très contente quand je vois comme il dit, mes anciens élèves, mais il faudrait quand même peut-être diminuer vos cheveux blancs, parce que ça devient inquiétant là. Hein? Mais quand même, j'accepte. J'ai dû faire quelques petites choses et vous apprendre quelques petites choses, mais je crois que aujourd'hui, on parle de choses importantes et je suis d'accord avec vous. On en a parlé. Et c'est des propositions qui sont déjà en train d'être analysées, parce que je ne vais pas répéter votre argumentaire, mais il faut que nous puissions trouver de l'argent. Même si les taxes sont sur le tabac, elles vont venir renforcer le budget de l'État, qui va le donner à la santé et qui va le donner peut-être à la couverture maladie universelle. Oui, j'ai proposé que ce soit sur le tabac. Oui. Vous êtes un fumeur? Bon. Je vais l'avouer. Non, mais c'est pas grave, vous pouvez continuer. Je vais l'avouer. Vous nous donnerez juste... Mais après avoir écouté le docteur Kassé, je promets d'arrêter. D'accord, donc le tabac, l'alcool. Mais également, je pense que les ONG de lutte contre le sida avaient proposé aussi 1% sur des salaires. C'est-à-dire qu'il faut qu'on s'asseye et qu'on discute. Vous l'avez sorti, le mot existe, ce sont des financements innovants. Qu'on ne pense pas que tout va venir comme ça. Il faut qu'on trouve l'argent quelque part. Et voilà des pistes qui sont intéressantes. Mais pourquoi le gouvernement hésite un peu à surfiscaliser justement le tabac? Alors, et ce n'est pas parce que vous ne gérez pas quelque part aussi les intérêts de l'industrie du tabac? Pourquoi il y a une hésitation? Je ne crois pas qu'il y ait une hésitation. Il y a un travail qui était en cours, en tout cas en ce qui nous concerne. Oui, un projet de loi de réforme de la réglementation. Tout à fait. Et ici, c'est la convention cadre sur la lutte contre le tabac même qui le dit. Voilà. Le Sénégal est en porte-à-faux avec cette convention cadre. Alors, la convention cadre vraiment donne des recommandations. Donc, nous sommes en train vraiment de suivre ces recommandations, mais il faut passer par des étapes. Et la première étape, effectivement, c'est cette loi. Oui. Et cette loi est passée dans tous les circuits possibles, parce que c'est comme ça pour une loi. Et aujourd'hui, elle est finalisée, j'ai signé même les choses, ça va être au niveau du gouvernement, au niveau du Conseil des ministres, et ça ira maintenant au Parlement. Les parlementaires nous attendent. C'est dire donc qu'en réalité, même s'il y a des réticences, comme on le voit dans tous les pays du monde, l'industrie du tabac est forte, elle a ses influences, etc. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes déterminés à ce que cette loi soit votée, parce que nous pensons que c'est pour le bien-être de nos populations. Pour nous, c'est un acte de santé publique, d'abord, avant tout, et pour cela, nous nous battrons pour que cela puisse se faire.
Je vais, avec la permission du réalisateur, demander au public à voir cette photo d'un cousin d'un honorable député d'ailleurs à l'Assemblée nationale, avec l'usage du tabac, justement. Voilà, cette image, c'est un message et un signal adressé à tous ceux qui consomment le tabac, mais aussi aux décideurs qui doivent prendre les dispositions nécessaires pour que le tabagisme ne continue pas de ruiner justement la population sénégalaise, surtout la population jeune, Madame la ministre. Cette image, qu'est-ce que vous en dites là? Ah ben, vous savez, je suis médecin, il ne faut pas oublier, donc j'ai vu ce genre de choses. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est bien de montrer cela. Parce que quand on commence à fumer, très souvent, on ne sait même pas dans quoi on s'embarque. Et je peux vous dire que nous avons des chiffres effarants, comme 20% ou 25% des enfants, les garçons de moins de 13 ans, qui fument. Les jeunes filles, 11%. Donc il y a des chiffres. Les gens commencent à fumer très tôt. Et donc, dans la loi, on a vraiment ciblé aussi la publicité. Parce qu'on vous fait croire que quand vous fumez, vous êtes beaucoup plus, disons, pour les hommes, ça vous donne un peu plus, disons, de charisme. Et vous, peut-être, ça donne un style, etc., etc. Mais tout cela est souvent lié à la publicité qui donne que les beaux côtés du tabac. Mais justement, pourquoi pas ne mettre sur un paquet de cigarettes une image comme celle-là? La cigarette tue, personne n'achètera un paquet de cigarettes. Alors, ce sera écrit quand même là. Vous savez, ça c'est quand même, les photos c'est un peu cher, mais ce sera écrit. Et c'est écrit d'ailleurs, mais en tout petit. En tout petit. Donc, dans la loi... la possibilité de le changer. Ah, c'est dans la loi. Tout est dans la loi. Je vous dis que cette loi, si elle passe, ce sera un grand bond pour le Sénégal. Ouais. Et donc, tous ensemble, continuons le plaidoyer pour qu'au niveau même de l'Assemblée, ça se passe très rapidement et qu'on puisse avoir cette loi qu'on mettra en œuvre. Donc moi, je suis tout à fait partante et je me dis que c'est extrêmement important pour les enfants, les jeunes d'aujourd'hui, qui seront les adultes demain. C'est notre espoir. Mais s'ils arrivent en tant qu'adultes et qu'ils ont des insuffisances respiratoires, des cancers de la bouche, du poumon, des bronches, etc., c'est aussi très lourd pour le système de santé. Donc les gens qui fument, plus tard, vont coûter très cher. 50 milliards à l'État du Sénégal. Vont coûter très cher à notre... En termes de dépenses sanitaires. Tout à fait. Vous allez nous voir, nous sommes d'ailleurs avec le professeur Kassé, ces jours-ci, dans un lancement d'une campagne pour vraiment sensibiliser les populations et les décideurs dans le cadre de la lutte contre le tabac. Qui parle de tabac parle de cancer, bien sûr. Madame la présidente de la Ligue sénégalaise contre le cancer, LISCA, on va vous donner la parole pour une question à Madame le ministre. Bonsoir, Madame le ministre. Moi, j'ai quelques soucis en tant que présidente de la Ligue contre le cancer. Madame le ministre, le cancer tue. Le cancer est là. Chacun d'entre nous a connu ou connaîtra la perte d'un être cher par cette maladie. L'Organisation mondiale de la santé dit que le cancer tue plus que le sida, la tuberculose et le paludisme réunis. C'est vraiment un problème de santé publique. Ce qu'il faut aujourd'hui noter, c'est qu'il y a plusieurs facteurs qui font que le cancer tue plus dans nos pays que dans les autres pays, alors que l'incidence est moindre chez nous qu'ailleurs. Le premier facteur, c'est la non-information, l'ignorance des populations. Et je ne comprends pas que votre ministère ait un service d'information et d'éducation pour la santé qui aujourd'hui ne s'occupe que des maladies transmissibles. On ne voit à la télé que des messages sur le palu, sur la tuberculose
et sur le sida. Nous aimerions quand même que ce service prenne plus en charge les problèmes de cancer, d'insuffisance rénale et de toutes les autres maladies, donc à soins coûteux. On voit aujourd'hui que quand les populations sont plus sensibilisées, le diagnostic est plus précoce, ce qui fait que le taux de guérison est plus élevé. Le problème de diagnostic est là. Je vais prendre l'exemple de la mammographie, dont 2 seules régions ne disposent, c'est-à-dire Dakar et Thiès. Et on sait aujourd'hui que la mammographie permettrait, comme dans les pays développés, à 9 femmes sur 10 de guérir d'un cancer du sein. Aujourd'hui, nous sommes à l'inverse. Quand vous prenez 10 femmes qui ont un cancer du sein, les 9 décèdent. Donc je pense que le problème de dépistage est aussi très important. On a parlé de mortalité maternelle tout à l'heure. Moi, je pense qu'il faut qu'on mette à l'avant ces problèmes de dépistage. Le troisième problème auquel nous faisons face, c'est les problèmes de prise en charge. Le traitement du cancer est excessivement cher. On a parlé tout à l'heure de la couverture universelle, mais moi je pense que les 5 milliards qu'on va mettre aujourd'hui dans une couverture universelle, si vous prenez simplement les malades du cancer, parce qu'on a eu à faire un téléthon il y a 3 ans, on a dépensé plus de 100 millions en 3 mois, en traitant 130 malades partiellement. Je dis bien partiellement. Donc je pense que la première chose à faire, c'est d'abord à sensibiliser et informer les populations comme ça se fait ailleurs. Parce que je pense que tout le monde aujourd'hui sait qu'un couteau tue. On ne prendra jamais un couteau pour se le mettre devant. Donc sensibilisons, informons, diagnostiquons précocement pour avoir un moindre coût dans la prise en charge. Très bien. L'autre souci que nous avons, attendez, pour finir, voilà, sensibiliser aussi sur les modes de vie des Sénégalais. On a dit tout à l'heure, mais si on sensibilisait les jeunes sur les méfaits du tabac, si on sensibilisait sur les méfaits de l'alcool, si on préconisait le vaccin, la pratique du sport, manger moins salé, moins gras, moi je pense qu'aujourd'hui on serait à l'avant sur bien des choses concernant la cancérologie. Très bien, merci Madame le ministre. D'abord, la première question posée, c'est que le gouvernement du Sénégal a tendance à négliger les maladies non transmissibles qui sont en fait les plus mortelles. Je dois dire que nous avons une situation qui existe dans tous les pays en développement. C'est la même situation qu'on trouve. Parce que pendant longtemps, il faut le dire, c'est parce qu'il y a eu de grands succès sur ces maladies transmissibles qu'aujourd'hui, les maladies chroniques à soins coûteux deviennent des priorités. Le cancer, les accidents cardiovasculaires. Mais pendant longtemps, les gens mouraient d'abord de palu, par exemple. Mais il y a eu une forte diminution. Donc tous ces pays en développement ont reçu vraiment de plein fouet ces maladies chroniques. Et moi je dis aujourd'hui, au niveau du ministère, nous avons des choses qui se passent pour justement prendre en charge ces maladies chroniques. Nous pensons, et je le dis même quand je vais chercher des moyens, qu'aujourd'hui, les pays en développement ont un double fardeau. Le fardeau des maladies transmissibles. Ce que noter, c'est qu'il y a plusieurs facteurs qui font que le cancer tue plus dans nos pays que dans les autres pays, alors que l'incidence est moindre chez nous qu'ailleurs. Le premier facteur, c'est la non-information, l'ignorance des populations. Et je ne comprends pas que votre ministère ait un service d'information et d'éducation pour la santé qui aujourd'hui ne s'occupe que des maladies transmissibles. On ne voit à la télé que des messages sur le palu,
sur la tuberculose et sur le sida. Nous aimerions quand même que ce service prenne plus en charge les problèmes de cancer, d'insuffisance rénale et de toutes les autres maladies, donc à soins coûteux. On voit aujourd'hui que quand les populations sont plus sensibilisées, le diagnostic est plus précoce, ce qui fait que le taux de guérison est plus élevé. Le problème de diagnostic est là. Je vais prendre l'exemple de la mammographie, dont 2 seules régions ne disposent, c'est-à-dire Dakar et Thiès. Et on sait aujourd'hui que la mammographie permettrait, comme dans les pays développés, à 9 femmes sur 10 de guérir d'un cancer du sein. Aujourd'hui, nous sommes à l'inverse. Quand vous prenez 10 femmes qui ont un cancer du sein, les 9 décèdent. Donc je pense que le problème de dépistage est aussi très important. On a parlé de mortalité maternelle tout à l'heure. Moi, je pense qu'il faut qu'on mette à l'avant ces problèmes de dépistage. Le troisième problème auquel nous faisons face, c'est les problèmes de prise en charge. Le traitement du cancer est excessivement cher. On a parlé tout à l'heure de la couverture universelle, mais moi je pense que les 5 milliards qu'on va mettre aujourd'hui dans une couverture universelle, si vous prenez simplement les malades du cancer, parce qu'on a eu à faire un téléthon il y a 3 ans, on a dépensé plus de 100 millions en 3 mois, en traitant 130 malades partiellement. Je dis bien partiellement. Donc je pense que la première chose à faire, c'est d'abord à sensibiliser et informer les populations comme ça se fait ailleurs. Parce que je pense que tout le monde aujourd'hui sait qu'un couteau tue. On ne prendra jamais un couteau pour se le mettre devant. Donc sensibilisons, informons, diagnostiquons précocement pour avoir un moindre coût dans la prise en charge. Très bien. L'autre souci que nous avons, attendez, pour finir, voilà, sensibiliser aussi sur les modes de vie des Sénégalais. On a dit tout à l'heure, mais si on sensibilisait les jeunes sur les méfaits du tabac, si on sensibilisait sur les méfaits de l'alcool, si on préconisait le vaccin, la pratique du sport, manger moins salé, moins gras, moi je pense qu'aujourd'hui on serait à l'avant sur bien des choses concernant la cancérologie. Très bien, merci Madame le ministre. D'abord, la première question posée, c'est que le gouvernement du Sénégal a tendance à négliger les maladies non transmissibles qui sont en fait les plus mortelles. Je dois dire que nous avons une situation qui existe dans tous les pays en développement. C'est la même situation qu'on trouve. Parce que pendant longtemps, il faut le dire, c'est parce qu'il y a eu de grands succès sur ces maladies transmissibles qu'aujourd'hui, les maladies chroniques à soins coûteux deviennent des priorités. Le cancer, les accidents cardiovasculaires. Mais pendant longtemps, les gens mouraient d'abord de palu, par exemple. Mais il y a eu une forte diminution. Donc tous ces pays en développement ont reçu vraiment de plein fouet ces maladies chroniques. Et moi je dis aujourd'hui, au niveau du ministère, nous avons des choses qui se passent pour justement prendre en charge ces maladies chroniques. Nous pensons, et je le dis même quand je vais chercher des moyens, qu'aujourd'hui, les pays en développement ont un double fardeau. Le fardeau des maladies transmissibles et le fardeau des maladies chroniques. Et que donc, comme on a fait pour le palu, le sida, en faisant des programmes spécifiques, en mettant de l'argent, en ayant au plan international un soutien vraiment important, parce qu'il faut le dire, s'il n'y avait pas ces programmes et ces soutiens au plan international, les maladies transmissibles aussi seraient toujours là. Oui. Donc, et vous savez ici de quoi vous parlez, parce que vous avez quand même géré le programme Rollback Malaria. Voilà. Qu'est-ce qui est possible de faire concernant justement les maladies non transmissibles? C'est pour ça qu'il y a un plaidoyer au plan international aussi, pour dire les pays en développement, ce n'est pas que les maladies transmissibles, c'est aussi
les maladies non transmissibles. Mais je ne veux pas trop insister sur le plan international. Je veux dire ce qui se passe ici. Oui. Nous avons heureusement des organisations, que ce soit la Ligue contre le cancer, que ce soit les malades insuffisants rénaux, les cardiaques. J'ai reçu des enfants, des jeunes avec des situations cardiaques très compliquées, etc. etc. Ce sont des diabétiques. Ce sont des maladies qui aujourd'hui ont une place importante au niveau du ministère et nous avons maintenant une division pleine qui s'occupera de gérer ces maladies-là. Et nous allons changer tout le système parce que avant, il n'y avait que des points focaux, bon, des personnes à qui on disait vous êtes le point focal du du diabète, le point focal du cancer, et on leur donnait très peu de moyens, on ne s'occupait même pas d'eux, et à la fin de l'année, bon, on fait un bilan qui ne change rien. Ce sera tout à fait différent, et les associations seront, et sont d'ailleurs, parce qu'il y a quand même le docteur Diack, directeur général de la santé, qui est là, me rencontre régulièrement, des réunions qu'il fait avec tous les acteurs qui sont dans la lutte contre le cancer pour faire un plan d'action, pour qu'on fasse des activités très bien programmées. Et ça, ça permettra vraiment de pouvoir faire aussi un plaidoyer pour un financement plus important. Donc je suis d'accord. Effectivement, il y a eu un décalage et un retard qui a été pris. Et nous devons vraiment nous battre pour que cela change. Mais au niveau du budget de cette année déjà, il y a plus de moyens pour les maladies non transmissibles. Donc il faut dire elle a beaucoup insisté sur le dépistage, par exemple. Alors, concernant le dépistage, elle a parlé de 2 régions avec les mammographies. Si vous regardez bien le budget, vous verrez qu'on a commandé des mammographes pour toutes les régions. Ce budget 2013. C'est dire que c'est une question qui nous tient à cœur, qui a pris beaucoup de retard, mais vous vous rendez compte tous les jours qu'il y a des efforts qui sont faits. Et dans ce domaine, je suis tout à fait d'accord. Il y a le problème aussi des médicaments. Moi, tous les jours, nous recevons des personnes, parce que c'est même plus que la famille ou les gens autour de nous. Mais en tant que ministre de la Santé et de l'Action sociale, nous savons et nous recevons des lettres, des photos, des gens qui souffrent et qui ont, rien que pour une cure, à payer 800 000 francs. Qui peut le faire? Donc, c'est un travail qui est en chantier, mais nous espérons qu'avec tous ces efforts, nous arriverons vraiment à avoir une situation. Même aujourd'hui, j'étais avec quelqu'un, un cancérologue italien, qui était venu, parce que nous prenons des contacts partout dans le monde, parce que nous voulons que ce problème de cancer puisse être réglé d'une manière adéquate. Mais il y a aussi les autres pathologies. Je vais vous dire une chose, c'est presque un secret. Quand nous nous sommes battus pour les insuffisants rénaux, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre ont vraiment mis beaucoup d'argent pour cela. Et j'ai tout de suite dit, mais nous aurons aussi les malades du cancer, les diabétiques, les cardiopathes, etc. Et ils ont dit, effectivement, on sait, et il faudra qu'au fur et à mesure, nous prenions en considération aussi ces pathologies. Donc j'ai beaucoup d'espoir. C'est dur parce que beaucoup de personnes sont mortes, mais il faut savoir que c'est vraiment pas que le Sénégal qui est comme ça, mais nous avons décidé que ce serait différent, en tout cas au niveau du Sénégal. Et nous espérons pouvoir compter sur vous pour faire un travail qui nous permettra d'aider nos populations. Alors, notre consoeur Ngoné Ngom se prépare pour nous rejoindre sur le plateau tout à l'heure. Je vais donner la parole à Maître Massokhna Kane, qui est aussi à la tête d'une association de consommateurs. La santé aussi, c'est un service auquel les consommateurs ont droit. Maître Massokhna Kane de SOS Consommateurs. Bonsoir à toute l'assistance et aussi à vos téléspectateurs. Je voudrais commencer par rendre un hommage à quelqu'un qui a disparu du Sénégal et qu'on a enterré aujourd'hui. C'est le grand Serigne Bassirou Diagne, qui a fait beaucoup dans le social, qui a assisté beaucoup de gens qui étaient malades et tout, et qui a été très utile pour la population. Je voudrais vraiment prier pour que Dieu lui accorde sa bénédiction. Après cela, les affaires de la cité, je pense que c'est un très bon titre. Et je souhaiterais que, si c'est possible, une partie de cette émission soit en Wolof pour atteindre la plus grande cible de population,
Parce que 90 minutes, il y a peut-être moyen de faire 20 ou 30 minutes en Wolof pour que le maximum de Sénégalais puissent suivre cette émission qui me paraît une très bonne initiative. Les affaires de la cité, en parlant de santé, c'est extrêmement important et je salue l'engagement et la détermination de Madame le ministre et de son équipe que je connais assez bien pour leur dévouement, leurs compétences, et je pense qu'il y a beaucoup à faire, énormément à faire, et je pense qu'ils sont sur la bonne voie. Les affaires de la cité, en parlant de santé, j'ai relevé tout à l'heure, Madame le ministre l'a dit, au début, ils étaient à la recherche de sages-femmes, maintenant il y a plus de 2000 sages-femmes qui chôment. C'est impressionnant. Quand on sait qu'il y a des structures de santé dans les régions où il n'y a pas de sage-femme. C'est grave. Je pense qu'il y a urgence à régler ce genre de questions. C'est une question d'accessibilité des populations. On ne peut pas dire qu'il y a 2000 sages-femmes qui chôment et qu'il y ait des sages-femmes qui manquent dans des structures, dans les régions où les gens meurent en donnant la naissance aux enfants. Je crois que ça, c'est à la limite une non-assistance aux personnes en danger. La deuxième question, parce qu'on ne peut pas poser toutes les questions, la deuxième question, c'est l'exercice illégal de la médecine, ainsi que la publicité mensongère qui va avec, qui véhicule cela, et la vente illicite des médicaments dans la rue. C'est des choses extrêmement graves, qui nuisent grandement à la santé des populations, et c'est fait au vu et au su de tout le monde, tous les jours. Alors, quelle action du ministère? Je pense que là, il y a des chantiers urgents. Est-ce que le ministère s'est donné les moyens pour lutter efficacement contre ces fléaux? Et ce n'est pas difficile. Très bien. Il suffit de mettre des brigades dans la rue, d'attraper les délinquants qui le font au vu et au su de tout le monde, et de les sanctionner pour réduire cela. Ma dernière question, Madame la ministre, c'est l'action sociale, la mise en œuvre de l'action sociale, l'effectivité de la mise en œuvre de l'action sociale. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des gens qui meurent parce que justement, ils n'ont pas les moyens de se soigner. Quelqu'un qui doit faire une cure de 800 000 francs, etc. Il y a des gens à qui on doit faire un scanner et qui meurent parce que n'ayant pas 40 000 francs pour payer le scanner, on les met de côté et on dit au suivant. On en a vu. On voit tellement de choses dans les hôpitaux que votre tâche est immense, mais il faut que vous puissiez rassurer les populations en disant que pour telle chose, voilà la réponse du ministère, la mise en œuvre c'est dans tel temps, etc. Et enfin la maladie universelle, la couverture universelle, je souhaite simplement que ce ne soit pas une bonne idée, mais qu'il y ait effectivement la mise en œuvre. Comment la mettre en œuvre? Comment vous avez commencé la mise en œuvre et dans combien de temps? C'est une question extrêmement importante, cette question de couverture. Merci, Maître Masson. On a plusieurs questions.